Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a participé hier soir à une réception donnée par l'ambassadeur de France à la résidence des Pins à Beyrouth, en présence de plusieurs responsables politiques libanais et diplomates arabes et occidentaux. L'occasion pour le responsable français de faire le point sur sa visite et sur la livraison d'armes françaises à l'armée libanaise, financée par un don saoudien de 3 milliards de dollars. Ma collègue Noura El, elle a interviewé donc Jean-Yves Le Drian en exclusivité. On l'écoute. Tellement de temps à contribuer de cette ampleur aujourd'hui, voilà, avec les 3 milliards que vous présentez aujourd'hui. Mais c'est une opération exceptionnelle qui ne s'est jamais vue dans l'histoire, pas uniquement dans l'histoire des forces armées libanaises, mais dans l'histoire des partenariats entre plusieurs pays. C'est la première fois qu'un accord d'armement a lieu entre un pays qui reçoit les armements, un pays qui contribue financièrement à les réaliser et un pays qui fournit à la fois les matériels et la formation. Donc cet accord, d'abord c'est un accord de confiance de la France dans le Liban, mais c'est aussi une relation de confiance de la France dans les forces armées libanaises qui sont aujourd'hui, qui constituent aujourd'hui la colonne vertébrale de l'unité du Liban, et il était important que nous soyons à ce rendez-vous-là. Aujourd'hui, l'armée libanaise est peut-être la seule armée à défendre directement ses frontières contre Daesh, contre les autres groupes islamistes. Est-ce que vous craignez pour la stabilité du Liban et plus particulièrement pour l'armement que vous allez fournir à l'armée libanaise ? Non, nous pensons que l'offre qui a été faite aux forces armées libanaises correspondait exactement au programme d'armement que l'armée libanaise souhaitait, puisque les forces armées libanaises avaient élaboré un plan d'acquisition en 2013 et cette opération y répond. Donc je pense que ça va permettre de structurer, de moderniser les forces armées libanaises pour qu'elles soient en mesure de continuer à sécuriser leurs frontières. Alors l'Arabie Saoudite a choisi la France sur ce dossier. Est-ce que, au-delà du gain économique que cela peut représenter pour l'armée française, pour la France, pour les entreprises françaises, est-ce que c'est un intérêt de la France de réaffirmer sa présence dans la région, au Liban, au Moyen-Orient ? La France est présente au Moyen-Orient depuis longtemps, elle l'est toujours, elle a des bases dans le Golfe, elle est présente au Liban par sa participation importante à la FINUL. La France a toujours été au rendez-vous de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient, et en ce moment c'est tout à fait essentiel. Et si l'Arabie Saoudite a choisi la France, c'est pour la confiance et l'engagement durable. Alors vous avez rencontré des militaires libanais aujourd'hui, dans 10 ans au terme de cette coopération. Comment est-ce que vous voyez l'armée libanaise ? Comment est-ce que vous aimeriez la décrire ? L'armée libanaise de demain, au terme de ce processus, sera une armée modernisée, extrêmement performante, extrêmement efficace. Et je pense qu'elle sera en mesure d'assurer sur la longue durée la sécurité du Liban. Et rapidement, le bilan de votre journée, vos 24 heures est clair ? C'est toujours un plaisir de venir ici. Ce pays est un pays ami de la France. Moi, je m'y sens comme chez moi. Merci. Très bon retour. Vous l'aurez compris, avant de participer à la réception, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'était rendu à Der Kifa, au sud Liban, où est stationné le contingent français de la FINUL. Il a rendu hommage tant au courage de ses soldats qu'à l'esprit exemplaire qui régit les relations entre les militaires libanais et français. Réaction des casques bleus à la visite de leur ministre de la Défense. De votre vie quotidienne ici, comment est-ce que vous décrivez votre vie quotidienne ici en quelques mots ? Bon, ici, notre vie est pas mal, on est bien logé, on est bien nourri, on est bien. Notre vie est pas mal. Et comment est-ce que vous voyez le Liban ? Le Liban pour nous est un beau pays, donc c'est pour ça qu'on est ici, en soldat de la paix. C'est un très joli pays. Merci. Bonjour, comment est-ce que vous pouvez nous décrire votre vie quotidienne ici au camp ? Notre vie quotidienne, après c'est une vie normale, comme en France, exactement la même, avec les mêmes contraintes, les mêmes obligations, sauf que là, on voit pas notre famille et puis c'est tout. Vous êtes ici depuis longtemps ? Depuis 1 mois environ. Oui, tout à fait. Ouais. Comment est-ce que vous trouvez le Liban ? C'est un pays magnifique. Enfin, le peu que j'en ai vu, j'ai pas eu trop la chance de pouvoir sortir, donc et j'espère pouvoir voir un peu plus de ce beau pays, mais le peu que j'en ai vu, oui, non, ça a l'air magnifique. De rien, je vous en prie. Au revoir. Excusez-moi, je peux vous parler ? Comment est-ce que vous voyez la visite du ministre de la Défense français aujourd'hui ?
il est entre vous. Comment vous voyez ça? Je dirais que ça le rend accessible. Ça fait plaisir de voir qu'il s'intéresse à ses troupes, qu'elles soient en métropole sur l'opération Sentinelle, comme une opération de maintien de la paix au Liban. Voilà. Quels sont les défis que vous confrontez ici au Liban, ici dans ce pays, dans cette village? Alors moi c'est un petit peu particulier puisque je suis médecin, donc je n'ai pas vraiment de mission en dehors du soutien des hommes qu'il y a ici et un petit peu d'aide médicale aux populations, donc je ne pourrais pas tellement vous parler des missions des soldats. Je ne suis pas le plus à même pour le faire. Merci. Je vous en prie. Que vous décrivez votre vie quotidienne ici dans ce camp? Très bien, ça se passe très bien, on est arrivé depuis un mois et c'est dans de très bonnes conditions. Ouais. Comment vous passez votre temps? Comment on passe notre temps? On fait notre mission et ça se passe bien puisqu'en fait ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là, donc on a bien pris les consignes et non, franchement c'est très bien. Et très bien. Moi Jusqu'à maintenant, comment est-ce que vous voyez le Liban? Au début je connaissais pas du tout cette région et maintenant que j'y suis je suis ravi. Je trouve que c'est magnifique. Et je m'y attendais un peu parce qu'on m'avait dit que c'était très vallonné avec la côte. Enfin, non, c'est une très belle expérience pour moi en tout cas. Viennent ici dans ce camp et au Liban. Au Liban, très bien, c'est la 4e fois que je viens au niveau du Liban, donc il n'y a pas de problème, la vie se passe très bien. Comment vous voyez ce pays? C'est un très beau pays et que j'affectionne tout particulièrement et que je reviens avec plaisir. Et la visite du ministre de Défense aujourd'hui parmi vous? Ça fait plaisir de voir que le ministre pense à nous et qu'il vienne avec nous voir sur le territoire libanais. Merci. De rien. Oui. Que dites-vous de la visite du ministre de Défense aujourd'hui? Moi, ça fait plaisir de le voir ici. Et ça fait longtemps que tu es ici au Liban? Ça va faire un mois. Oui. Quels sont les défis que vous confrontez ici au Liban? C'est... Ici au camp. Au camp? Au camp, c'est compliqué. Bon, ça se passe bien, on a des conditions de vie très bonnes. Et puis, les rencontres qu'on fait avec la population et l'armée libanaise sont toujours agréables. Les violences au Yémen ont causé la mort de 944 personnes et 3487 autres ont été blessées, selon un bilan dressé ce mardi à Genève par l'OMS. Pour la seule journée de lundi, 38 civils ont été tués et 532 blessés par les explosions et ont suivi les raids aériens contre une base de missiles des rebelles dans la capitale yéménite Sanaa. Une dizaine de maisons voisines ont été détruites et une station-service a pris feu. Les explosions ont secoué une bonne partie de la capitale où de nombreuses habitations ont été endommagées. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. 4 ans après le début de la guerre en Syrie, le président de la République arabe syrienne, Bachar el-Assad, répond pour la première fois aux questions d'une télévision française. Un entretien réalisé dimanche à Damas par David Pujadas est diffusé hier soir dans le 20h de France 2. Extrait. Parlons du présent. Il apparaît que l'armée syrienne continue à utiliser des armes aveugles et notamment des barils explosifs qui ont des effets dévastateurs pour les civils. Pourquoi poursuivez-vous cette stratégie ? Nous n'avons jamais entendu parler au sein de notre armée d'armes aveugles. D'ailleurs, aucune armée au monde, y compris la nôtre, n'accepterait d'utiliser des armes qui ne peuvent pas cibler avec précision, car elles n'auraient aucun intérêt. Elles seraient inutiles d'un point de vue militaire. Par ailleurs, lorsque vous parlez de tueries aveugles, qui ne font aucune différence entre civils et combattants, il ne s'agit pas d'armes, mais de la manière dont vous faites usage de ces armes. La preuve, les drones utilisés par les Américains au Pakistan ou en Afghanistan tuent des civils beaucoup plus que des terroristes. Ce sont les armes les plus précises au monde. Ce n'est donc pas un problème de type de bombe. Nous avons des bombes conventionnelles et des armements classiques. Vous n'utilisez pas de barils explosifs. C'est quoi les barils explosifs? Pouvez-vous me dire ce que c'est? Il y a des documents, des vidéos,
ou des photos comme celle-ci où on peut voir un baril explosif largué d'un hélicoptère. Ceci est à Alep, ceci est à Hama il y a quelques mois, il y a un an. Seule l'armée syrienne possède des hélicoptères. Quelle est votre réponse ? Ce n'est pas une preuve. Ce sont deux images de deux choses différentes. Personne ne peut les relier l'une à l'autre. Non. Cette image que vous montrez, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu une chose de ce genre dans notre armée. Je ne parle pas des hélicoptères, je parle de ces deux photos. Qu'est-ce qui vous permet de les associer l'une à l'autre? Est-ce que vous dites que c'est un montage? Vous dites que ce sont de faux documents? Non. Il faut que ce soit vérifié. Mais dans notre armée, nous n'utilisons que des bombes conventionnelles qui nécessitent de viser. Nous n'avons aucun armement qui puisse être utilisé aveuglément. C'est tout. Il y a aujourd'hui des gens en France, et parmi eux des hommes politiques, des parlementaires notamment, vous en avez reçu quelques-uns ici, qui disent qu'il faut renouer le dialogue avec vous. Quelle initiative seriez-vous prêt à prendre pour convaincre l'autre partie de la France et des Français que vous pouvez être un partenaire? Avec eux? Avec la France. Ils doivent d'abord me convaincre qu'ils ne soutiennent pas les terroristes et qu'ils ne sont pas impliqués dans l'effusion de sang en Syrie. Ce sont eux qui se sont trompés à l'égard de la Syrie. Nous n'avons tué aucun Français ni aucun Européen. Nous n'avons pas aidé les terroristes dans votre pays. Nous n'avons pas aidé ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo. C'est vous qui avez aidé les terroristes. Par conséquent, votre pays, les Occidentaux, doivent nous convaincre qu'ils ne soutiennent pas les terroristes. Nous sommes prêts à tout dialogue, prenant en considération le fait que ceci sera dans l'intérêt des citoyens syriens. Donc actuellement, vous n'êtes pas intéressé par un dialogue avec la France? Non, nous sommes toujours intéressés au dialogue avec quiconque. Mais comment peut-on établir un dialogue avec un régime qui soutient le terrorisme dans notre pays? Et pour quelles raisons? C'est la question. Lorsqu'ils changeront de politique, nous serons prêts pour le dialogue. Sans ça, le dialogue n'aura aucun but. Il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. L'objectif est d'aboutir à certains résultats. Pour moi, le résultat serait que le gouvernement français cesse son appui aux terroristes dans mon pays. L'ex-président égyptien Mohamed Morsi a été condamné ce matin au Caire à une peine incompressible de 20 ans de prison, et ce pour avoir été impliqué dans l'arrestation et des tortures de manifestants alors qu'il était au pouvoir. Il a en revanche été acquitté du chef d'incitation au meurtre de protestataires et d'un journaliste lors d'un rassemblement devant le palais présidentiel en 2012. Des accusations pour lesquelles il encourait la peine de mort. Son avocat dénonce un verdict politique et annonce son intention de faire appel. 12 proches de l'ancien président islamiste, membres des Frères musulmans et de son ancien gouvernement, ont également été condamnés à 20 ans de prison pour les mêmes chefs d'accusation. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, des images impressionnantes en Australie où une violente tempête s'est abattue sur la région de Sydney avec des vents de plus de 135 km/h et faisant au moins 3 morts selon un dernier bilan. Les pluies ont causé d'importantes inondations, les dégâts sont majeurs, 215 000 foyers ont été privés d'électricité. C'est l'une des tempêtes les plus fortes de ces 10 dernières années. Selon la météo locale, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en 24 heures sur Sydney. Et 7 personnes périssent dans un accident d'avion en République dominicaine. Les 6 touristes, dont 2 Espagnols et leur pilote dominicain, venaient de quitter l'aéroport de Punta Cana, dans le nord-est du pays, lorsque l'appareil s'est écrasé sur un terrain de golf. Selon plusieurs témoins, le pilote aurait essayé de se poser en urgence sur le terrain après un incident technique. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du crash. Le comptable d'Auschwitz devant la justice 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un des derniers procès contre un criminel de guerre nazi, celui de Oskar Gröning, s'est ouvert à Lüneburg dans le nord de l'Allemagne. Sous les yeux de quelques survivants de l'Holocauste, il est jugé pour complicité de 300 000 meurtres aggravés. Il encourt 3 à 15 ans de prison et il pourrait être le dernier ancien nazi traduit en justice. Et à moi de se quitter, ces images impressionnantes, vous allez le voir, 603 km/h. Pour la première fois, cette vitesse a été franchie par un prototype du futur train japonais à suspension électromagnétique, selon la compagnie Central Japan Railways. Le test avec des personnes à bord a eu lieu sur une ligne spéciale à Yamanashi, dans le centre de l'archipel, où est développé ce maglev depuis des années. L'objectif était de tester la stabilité du train, même à une vitesse excédant largement
largement celle qui sera la sienne en service commercial. Ce train du futur devrait alors donc circuler à 500 km/h, ce qui lui permettra de couvrir la distance Tokyo-Nagoya, 286 km en seulement 40 minutes. La mise en exploitation est prévue en 2027. Fin de ce journal, le rappel, et c'est ainsi donc que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur notre antenne. Je vous dis à demain.